quand il s'agit de faire face à la crise des réfugiés et de dire que nous ne pourrons pas préserver Schengen, c'est-à-dire cet acquis qui est la liberté de circulation à l'intérieur des frontières, s'il n'y a pas un véritable contrôle de la frontière extérieure commune. C'est le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, avec le ministre allemand de l'Intérieur, Thomas de Maizière, qui propose la révision du code Schengen, la mise en place de gardes européens, d'un corps européen de garde frontières et le rétablissement d'un vrai contrôle de nos frontières extérieures communes. Et même quand il y a la remise du prix Charlemagne à une haute autorité morale, le pape François, vous venez de le rappeler, évidemment la France est représentée par un membre du gouvernement, Madame Najat Vallaud-Belkacem, qui remet au pape François une invitation de la part du président de la République à venir en France, et le pape évidemment accepte cette invitation, je peux vous le confirmer. Oui, l'Europe est confrontée à des crises, nous y ferons face ensemble avec les autres Européens, avec l'Allemagne qui est notre principal partenaire, et je crois que sur tous les bancs de cette Assemblée, on devrait au contraire s'unir pour que la voix de la France soit entendue, celle d'une Europe fondée sur des valeurs, les valeurs qui permettent de battre l'extrême droite hier en Autriche, celle d'une valeur fondée sur la solidarité, celle d'une valeur fondée sur d'une Europe fondée sur l'ambition de peser dans le monde de demain. La parole est à Monsieur Guénal Huette. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre et porte sur l'abandon du secteur de la recherche par le gouvernement. Vous vous étiez engagé, Monsieur le Premier ministre, à sanctuariser le budget de la recherche. Or, un décret d'annulation de crédit présenté la semaine dernière prévoit la suppression de 256 millions d'euros sur le budget de la recherche. Une fois de plus, votre gouvernement ne tient pas ses engagements et sa parole perd le peu de crédit qui lui reste. À l'opposé, nos voisins allemands ont augmenté leurs dépenses de recherche et de développement de 75% en 10 ans. Et le gouvernement américain a décidé de doubler son effort dans le domaine de la recherche sur l'énergie. Vous prenez donc le chemin strictement inverse de deux puissances économiques particulièrement compétitives. Vous sacrifiez la recherche française et l'avenir des générations futures, alors que nos principaux concurrents font, eux, le choix de la recherche et de l'avenir. 7 prix Nobel l'ont d'ailleurs très bien compris, puisqu'ils ont dénoncé publiquement, fait suffisamment rare pour être souligné, ce recul de l'investissement de l'État dans la recherche. Par cette décision, vous pénalisez le secteur industriel français et la recherche médicale, qui n'ont pourtant pas besoin de cette nouvelle sentence. Vos décisions, qui manquent clairement de vision à long terme, vont accentuer le départ des meilleurs chercheurs français à l'étranger. La France fait donc un pas de plus vers la médiocrité parce qu'elle renonce à faire les efforts nécessaires pour rester une nation d'excellence. Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous comprendre que l'intérêt de la France réside plus dans le développement de la recherche que dans l'augmentation de l'aide médicale d'État? La parole est à Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Merci Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Guénal Huet. La France est au 5e rang des pays de l'OCDE en matière d'efforts de recherche. Nous en sommes fiers et ce gouvernement a toujours soutenu la recherche et continuera à le faire. Vous avez évoqué les annulations de crédit d'un montant de 134 millions d'euros prévues en effet dans le cadre des mesures de régulation budgétaire qui touchent, sauf exception, chaque ministère. Ces annulations de crédit ont éveillé l'inquiétude de la communauté scientifique, vous l'avez justement rappelé, et je veux profiter de ma réponse pour y répondre, en réaffirmant l'engagement total de ce gouvernement depuis le début du quinquennat à la sanctuarisation des fonds pour la recherche, quel que soit le contexte budgétaire. Les annulations qui sont prévues dans le cadre de ce décret d'avance sont des mesures qui n'auront aucun impact sur l'activité des organismes de recherche. Il s'agit de recalibrer les fonds de roulement et les trésoreries de ces organismes sans que jamais les dépenses de ces organismes, l'exécution de leur budget, les conditions de travail des chercheurs ne soient affectées. Les recrutements de chercheurs ne le seront pas non plus, ils seront maintenus au niveau prévu. Aucun programme de recherche ne sera altéré par ce dispositif de régulation budgétaire. Et j'ajoute même que je m'engage ici, si ces 134 millions d'euros venaient à manquer aux organismes dans la conduite de leurs projets, à prendre les mesures nécessaires pour réabonder leurs crédits.
Les chercheurs, les prix Nobel en particulier que vous avez évoqués, qui attirent notre attention et nous incitent à être ambitieux budgétairement parlant pour la recherche, ont parfaitement raison. Et c'est parce que ce gouvernement l'a parfaitement compris que dès le mois prochain, une enveloppe supplémentaire de 65 millions d'euros va permettre à l'Agence nationale pour la recherche de retenir davantage de projets en 2016. Cet effort sera porté à 120 millions l'année suivante. C'est parce que nous l'avons compris que le président vient d'annoncer que pour le PIA 3 de 10 milliards d'euros, 5 milliards d'euros au moins seront consacrés à la recherche. Madame la ministre, merci. La parole est à Madame Anne-Christine Lang, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Madame la ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Madame la ministre, la politique de refondation de l'école menée depuis 2012 s'est fixé l'objectif ambitieux d'accompagner tous les élèves vers la réussite, quelle que soit sa situation, ses difficultés, ses handicaps, rompant ainsi avec la logique de l'entre-soi et de l'exclusion qui a trop souvent prévalu dans le système éducatif français. Pour lutter contre les inégalités d'accès à l'enseignement dues au handicap, l'école inclusive est devenue une priorité en 2012. Les élus, les parents et citoyens que nous sommes savent combien la scolarisation des enfants porteurs de handicap en milieu ordinaire est cruciale pour leur développement, mais nous savons aussi combien leur parcours est souvent semé d'embûches, de déceptions et souvent de blessures. C'est la raison pour laquelle, conformément aux engagements du président de la République, un effort considérable a été entrepris depuis 2012 qui se traduit aujourd'hui par la scolarisation de 280 000 élèves porteurs de handicap, soit une augmentation de 25% depuis le début du quinquennat. Dès lors, la situation des auxiliaires de vie scolaire chargés de l'accompagnement de ces enfants en classe, ainsi que la qualité de cet accompagnement, revêt une importance déterminante. Pourtant, la précarité des AVS et la non-pérennité de leur présence auprès des élèves étaient encore la règle dans la plupart des établissements scolaires. Jeudi dernier, le président de la République a annoncé la fin de la précarité pour les AVS, la pérennisation de leurs postes et la transformation des contrats aidés en CDD puis en CDI. À terme, ce sont 32 000 postes d'accompagnement d'élèves en situation de handicap qui seront créés. Plutôt que de se gausser et ricaner sur les réseaux sociaux devant tel ou tel acronyme, certains feraient mieux de penser aux familles concernées et de convenir qu'il s'agit là d'une avancée sans précédent en faveur de la scolarisation des enfants handicapés. Pouvez-vous, Madame la Ministre, nous dire combien ces nouvelles mesures se traduiront concrètement dans nos écoles pour les enfants en situation de handicap? Madame Najat Vallaud-Belkacem, ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Anne-Christine Lang. Merci pour votre question. Vous savez, je n'étais pas encore ministre en charge de l'Éducation nationale lorsque vous avez adopté ici la loi de refondation de l'école, mais je dois vous avouer une chose, c'est que lorsque vous y avez inclus la notion d'école inclusive, pour la première fois dans la loi, dans le Code de l'éducation, j'ai ressenti une vraie émotion et je crois que nous avons fait passer une vraie étape à notre pays qui se traduit aujourd'hui pratiquement dans les décisions que nous prenons depuis 2013. Ainsi, par exemple, depuis 2013, nous avons décidé de régler la situation d'un certain nombre de personnels qui jusqu'alors étaient en CDD pour accompagner ces enfants en situation de handicap et de faire en sorte qu'au bout de 6 ans, ces personnels puissent être CDIsés. C'est le cas déjà de 6 000 d'entre eux, ils seront à terme 28 000 concernés. L'année dernière, comme cette année, nous avons créé à chaque fois 350 postes de plus d'accompagnants d'élèves en situation de handicap. C'était des progrès supplémentaires. Et cette fois-ci, ce que vous êtes en train de commenter, en effet, et merci d'y revenir, c'est une annonce extrêmement importante que le président de la République a faite la semaine dernière, qui consiste à dire que tous ces adultes AVS qui accompagnent les élèves en situation de handicap dans les écoles et qui sont en contrat aidé non pérenne vont être transformés en effet en véritable poste pérenne d'AESH, accompagnant en situation de handicap, avec une vraie reconnaissance, une vraie valorisation. C'est une excellente nouvelle, évidemment, pour ces personnels. Dès la rentrée prochaine, ils seront 6 000 à être concernés, à terme 50 000. C'est une excellente nouvelle pour les enfants qu'ils accompagnent, car l'accompagnement sera de meilleure qualité avec la formation qui va avec. Et c'est une excellente nouvelle pour les équipes enseignantes dans les établissements scolaires qui n'en pouvaient plus de voir passer des contrats aidés pour 2 ans dont elles ignoraient toute la pérennité. Donc c'est une grande avancée. Merci. La parole est à Monsieur Jean-Claude Boucher. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, Clémenceau disait
il est plus facile de réformer autrui que soi-même. Vous êtes en train de démontrer que vous ne savez faire ni l'un ni l'autre. Ni réformer la France, ni apprendre de vos échecs. Après Alstom Énergie, Alcatel et Lafarge, Technip se jette dans les bras d'un industriel étranger et transfère son siège social à Londres. Les fleurons de notre économie continuent de quitter la France. L'an dernier, 150 nouveaux sièges sociaux se sont installés au Royaume-Uni. Dans le même temps, la France en a attiré 11. Les chiffres de l'attractivité de la France font froid dans le dos. Ils confirment que la France, est tout simplement en décrochage par rapport à ses voisins européens. Les investisseurs internationaux reviennent en Europe, mais pas en France. Ils vont en Allemagne, au Royaume-Uni, mais la France est exclue de la compétition. Pourquoi ? Lorsqu'on les interroge, les investisseurs pointent évidemment le niveau des charges et des coûts salariaux. Ils redoutent le niveau de la fiscalité des entreprises, ils regrettent l'absence de flexibilité d'un droit du travail qui apparaît chaque jour un peu plus obsolète. Ce recul de la France commande des vraies réformes pour ne pas laisser le décrochage s'installer. Ces chiffres révèlent votre échec patent, un quinquennat pour rien. Et le président de la République a raison, ça va mieux, mais en Europe et chez nos voisins. Mais ça ne va pas mieux pour les Français qui aujourd'hui ne peuvent même plus aller travailler du fait de la pénurie d'essence, de la grève des cheminots et bientôt des transports en commun. Alors, monsieur le Premier ministre, comment oser dire que ça va mieux quand moins d'un quart des investisseurs envisagent des projets en France en 2016? Allez-vous enfin prendre les décisions qui s'imposent ou allez-vous continuer à laisser la France devenir la risée de l'Europe, à persister dans votre petite musique du ça va mieux? Prenez garde que le peuple ne conjugue le verbe aller sur tout autre refrain. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Merci. La parole est à monsieur Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique. Merci, monsieur le président, mesdames, messieurs les députés. Monsieur le député, je vais essayer de reprendre, parce que votre question était très large et vous avez finalement couvert beaucoup de sujets. Alors, d'abord sur Technip, il est faux de dire qu'il s'agit d'une délocalisation. Technip a aujourd'hui fusionné avec FMC, ni même du siège, avec FMC qui était l'un de ses partenaires, pour faire en effet un champion du secteur parapétrolier.